prix du crabe en 2023 a chuté. Ça a été vraiment drastique. Ça a été compliqué aussi. On est comme un petit peu à la merci des usines, qui se trouvent à être 90 % de nos acheteurs. Parce que le prix varie beaucoup d'une année à l'autre, que ce soit l'année 2023. 2022 a été, à mon idée, un petit peu trop haut en chiffres, qu'on avait été payé aux pêcheurs. Fait que le consommateur a comme boudé un peu, puis c'est normal. Si on fait une ligne droite, là, le crabe a quand même resté assez parallèle avec les années. Sauf que depuis 2 ans, tous les frais fixes ont augmenté, que ce soit par rapport au carburant, la bouette. Fait que ça nous a affecté nous aussi. Sauf que pour le prix du crabe 2023, les choses autour de nous ont fluctué, tandis que le crabe a vraiment flanché. Fait que c'est ça qui a donné un vraiment gros coup, puis c'est la réalité pour tout le monde. Fait que c'est vraiment pas évident. La pêche au crabe est déterminée par des quotas, selon ton historique. Donc, on a un temps limite pour le prendre. La date de l'ouverture devrait être le 1er avril, mais dû aux glaces, ça peut être retardé. Parce qu'on ne peut pas aller tendre les casiers tant qu'il y a de la glace dans le golfe. Ça fait que ça peut varier mi-avril, début avril à mi-avril, puis ça se termine toujours le fin juin. On a une date limite, puis un temps limite pour le pêcher, donc c'est assez intense. Le quotidien de la pêche au crabe, c'est quand même des longues journées, qui varient entre 5 et minuit le soir. En début de saison, quand les quantités sont fortes, ben, c'est quand même beaucoup de travail. On parle de journées entre 40 et 60 000 livres, des bonnes journées. Donc c'est un peu le quotidien. Puis on remplit le bateau, on va livrer et on ressort jusqu'à la fin du quota. Pour ma part, une année de crabe, ça joue avec les paiements du prêt, les employés, toutes les dépenses reliées, ça joue entre 6 et 700 000 $. Donc, à 2,5 $, 350 000 livres, on est kiff. On est kiff. Fait que c'est pour ça qu'on dit que le pêcheur est bien payé, mais à 2,5 $, on recule quasiment 20 ans en arrière. Fait que si on calcule le coût des dépenses qui a triplé, on n'y arrive plus. On ne peut pas comparer ces années-ci avec 10-15 ans en arrière. Cette année, moi, pour ma part, je pense qu'on n'a pas dû sortir. Du fait qu'on a pris des grosses quantités, le quota va augmenter, ce qui compense un peu, mais je trouve que c'est des grosses quantités de crabe pour le peu de revenus. J'aurais apprécié ou espéré ou préféré que rester le crabe à l'eau cette année. Ce qui aurait sûrement garanti une plus forte croissance et plus fort volume les années futures. L'année passée, à la fin du COVID, il devait y avoir un embargo sur le crabe russe au départ, ce qui n'a pas été respecté. Donc, il y a eu beaucoup d'achats de crabe russe en début de saison. Parce que la Russie, par peur de ne pas le vendre, elle l'a vendu à bon prix. Et puis, les Américains en ont profité, bien sûr. Ensuite, quand notre crabe a rentré sur le marché, c'était déjà beaucoup au départ, donc on a juste fait d'accumuler des surplus. Ce qui a fait chuter les prix. Ensuite de ça, le crabe était comme plutôt cher, un bon prix pour nous, mais les grossistes l'ont vendu quand même assez cher, puis il y en a encore resté avec du crabe sur le bras. Grosso modo, le storage était bien plein en mi-saison. Puis ça a été dur à écouler le surplus jusqu'à ce printemps. Puis encore là, je pense pas qu'il est tout écoulé. Donc, surplus de crabe, baisse de prix, une année moins rentable. Ça varie d'une année à l'autre, le prix au débarquement, mais c'est pas une question de ressources, parce que la ressource, elle n'a pas changé. Tu sais, quand on regarde, par exemple, le prix du pétrole, là, ça change en fonction de la disponibilité des ressources. Là, la ressource, ça va bien. Depuis la pandémie, on dirait qu'il y a eu
une espèce d'augmentation généralisée des prix de plein d'affaires. On disait, ça coûte plus cher de transport, on a des problèmes de main-d'œuvre, tout coûte plus cher. Mais ça coûte plus cher en opération aux pêcheurs aussi, puis eux, ils n'ont pas bénéficié de cette augmentation des prix. Donc, les prix augmentent pour les gens dans les poissonniers, mais les prix diminuent pour les usines qui achètent au débarquement le crabe des neiges. Je trouve ça un peu étrange que d'un côté, les consommateurs voient du crabe des neiges à des prix tellement hauts qu'on n'est même pas capable de s'offrir ça. Moi, j'ai mangé du crabe des neiges toute ma vie, puis là, il faut presque que je réhypothèque ma maison pour aller m'acheter 3 crabes. Puis de l'autre côté, les pêcheurs ne voient pas cette augmentation-là. Au contraire, souvent, le prix au débarquement est encore plus bas que d'habitude, puis on voit la frustration que ça génère aussi. Il y a des pêcheurs qui décident de ne pas sortir pêcher parce que ça leur coûte plus cher d'aller récolter ça. C'est vraiment le marché américain qu'il faut déterminer. Si la demande est forte, le prix va être tout le temps meilleur. Mais si la demande est moins là, puis il y a beaucoup de stock, bien, pas le choix, il va falloir liquider le stock à moindre prix pour être capable de le sortir. Mais tu sais, c'est une roue qui tourne. Nous, on est simplement des acteurs là-dedans. On va pêcher notre produit, on ne sait pas d'un année à l'autre combien est-ce qu'on va vendre, le profit. C'est vraiment stressant, ce bout-là. Parce que, tu sais, on a tous des business, on a tous des frais fixes, puis d'un an à l'autre, on ne sait jamais comment est-ce qu'on peut être payé la livre pour le crabe ou que ce soit dans d'autres espèces aussi. Mais on dirait que le crabe, le homard, c'est vraiment, même la crevette, c'est des espèces qui varient beaucoup d'un an à l'autre. Fait que c'est dur de se budgéter ou de se faire un profil à long terme sur plusieurs années. C'est quasiment impensable. Puis, il y a des impacts psychologiques aussi. On se rend compte que c'est rendu tellement compliqué de pêcher, puis il y a tellement une image négative qui est comme apposée à toutes les activités de pêche que moi, j'ai rencontré des pêcheurs de la nouvelle génération qui voient leurs parents ou leurs grands-parents pêcher, puis qui se disent « Je suis pas sûre, j'ai le goût de faire ça dans la vie. C'est compliqué, ça a l'air d'être un paquet de troubles, puis en plus, on passe pour les pas bons. » Fait que ça a des impacts pas juste économiques. Là, ça serait facile de juste dire « Ah, ça a des impacts économiques », mais les plus grands impacts, c'est vraiment d'aller ternir l'espèce de passion que ces pêcheurs-là ont pour la mer puis pour leur métier. Puis moi, de voir que des gens ont plus le goût de faire ce métier-là parce que c'est rendu trop de problèmes, bien, je trouve ça vraiment triste. C'est tellement facile de blâmer les pêcheurs pour toutes sortes de choses. On parle souvent de surpêche. Il y a des films qui sortent sur la surexploitation des océans, le fait qu'il y a des grands chaluts, usines qui raclent le fond marin. On est à une ère où la protection de la planète puis nos océans sont fragiles. Puis, évidemment, on essaie de trouver des causes puis des coupables. Puis les pêcheurs sont tous mis dans le même panier. Souvent, moi, je travaille avec des pêcheurs côtiers que ici, on ne les appelle pas des pêcheurs artisanaux, mais si on était en Europe, par exemple, la grosseur des bateaux qu'on a, la grosseur des flottilles, c'est pas de la pêche usine, là. C'est pas des gros bateaux espagnols là, qui ont des congélateurs à bord, puis que ça sort en boîte de conserve là, directement à l'arrivée au quai. Mais on met tout ça dans le même panier. Donc, les grands films sur la surexploitation des océans à outrance, les pêcheries qui ne sont pas durables, c'est l'étiquette qui est apposée de façon généralisée à tout le monde, mais il y a tellement d'autres variantes de la pêche qui ne sont pas des pêcheries honteuses, là, puis qui sont un fleuron de la façon de faire, puis des activités d'une communauté côtière qui ont toujours vécu en harmonie avec l'océan, là. Oui, les pêcheurs ont le dos large, puis c'est facile, on dirait, de les pointer du doigt. Il y en a des façons de faire la pêche sans tout détruire. La pêche, c'est pas juste une grosse activité sombre, noire, puis destructrice, comme ce qu'on
on dépeint des fois dans les films. La pêche, c'est aussi le métier de gens qui sont passionnés, innovants, créatifs, puis c'est le gagne-pain de toute une communauté côtière, là. Au Canada, où ce qui se passe dans le Golfe, là, non seulement il y a un avenir pour les pêches, mais on est probablement le fleuron qui va inspirer plein d'autres places sur la planète à coexister avec les espèces, puis prendre notre place dans l'écosystème sans le détruire parce qu'on dépend de ça. Je connais aucun pêcheur qui se lève le matin en se disant « je m'en vais tuer des baleines aujourd'hui ». S'ils ont choisi de faire ce métier-là, c'est parce qu'ils avaient la passion pour l'océan, puis ils avaient cet amour-là pour la nature. Puis, il est à peu près temps qu'on arrête de les pointer du doigt, puis qu'on les écoute, puis qu'on prenne de leurs conseils, puis de leur savoir, au lieu de les mettre de côté, puis de les considérer comme les causes de tout ce qui va mal là, pour nos océans.